Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal sur CCTV français en direct de Beijing. Voici les titres de l'actualité. Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution imposant de nouvelles sanctions contre le programme nucléaire de la RPDC. Un attentat à la voiture piégée fait 18 morts chez des insurgés syriens dans la province de Quneitra, une nouvelle infraction au cessez-le-feu. Des débris de ce qui semble être le vol disparu MH370 retrouvé au large des côtes du Mozambique. À Beijing s'ouvrent bientôt les deux sessions de l'APN et de la CCPPC, un moment fort dans la vie politique chinoise. Et nous verrons quelles propositions des députés et conseillers politiques chinois ont retenu l'attention cette année. Et nous débutons cette édition avec la crise syrienne. 18 combattants ont été tués lors d'une explosion de voiture piégée qui a touché un groupe d'insurgés syriens dans la province sud du Quneitra. De sources rebelles, l'attentat a été perpétré par des islamistes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'explosion s'est produite dans le village d'Alisha et a touché un bastion du groupe de l'armée syrienne libre. Pendant ce temps, le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que l'accord de cessez-le-feu a été enfreint 31 fois ces 3 derniers jours. Une famille de réfugiés essaie de reconstruire sa vie à Johannesburg après avoir fui la guerre civile en Syrie. Peu après leur arrivée dans la ville, ils ont ouvert un restaurant de cuisine syrienne. Cela semble être un succès auprès des habitants. Les 5 années de conflit en Syrie ont créé une vague de personnes déplacées qui ont fui la région pour atteindre les côtes européennes. Des milliers de réfugiés syriens ont choisi des routes dangereuses. Tous cherchent la sécurité et une vie meilleure. Mais Yasser et Safa Jabri al-Jeraoui savaient que le périple vers l'Europe était dangereux. Ils ont donc décidé de fuir en Afrique du Sud. Ils sont arrivés il y a 14 mois avec leurs 3 garçons et ont ouvert un restaurant syrien dans le quartier East Rand de Johannesburg. Notre premier choix était de voyager en sécurité. Je ne m'enfuis pas d'un lieu non sûr pour risquer ma vie et celle de mes enfants. Comme en mer, nous avons donc choisi ici. Nous savons que l'Afrique du Sud est un bon pays et avant les gouvernements syriens et sud-africains entretenaient de bonnes relations. Ne connaissant que très peu l'anglais, une valise par personne, commencer une nouvelle vie n'a pas été facile. Mais le couple est déterminé à réussir et ne veut pas être considéré comme des réfugiés. Nous sommes comme la plupart des autres Syriens qui cherchent simplement un lieu sûr. Nous sommes partis de notre pays pour être en sécurité. Nous devions recommencer notre vie en sécurité et c'est la raison pour laquelle nous avons quitté notre pays. Je trouve ça dur lorsque les gens disent que nous sommes des réfugiés. Je n'aime pas ça. Car avant, les Syriens ont reçu de nombreuses personnes venant du Koweït, d'Irak, du Liban, de la Turquie, et nous ne les avons jamais appelés des réfugiés, mais des frères et des sœurs. Nous avons ouvert nos portes. Je veux m'installer, rendre ma vie moins pénible, offrir de meilleures conditions à mes enfants pour qu'ils oublient ce qui s'est passé. Mais vous ne pouvez pas oublier ce qui s'est passé, et nous espérons rentrer en Syrie une fois que cela sera sûr. Le dur labeur de Yasser et Safa a payé. Le restaurant syrien se porte bien et les Sud-Africains peuvent découvrir une nouvelle saveur du Moyen-Orient. I cook from my heart with love. Je cuisine avec mon cœur et avec amour. C'est ma nourriture. Je suis fier de la Syrie. Je veux que les gens sachent que je suis syrien. Je veux donner une bonne image du peuple syrien. To give the people good picture about the Syrian people. C'est un nouveau début, une nouvelle cuisine, de la nourriture que nous n'avons jamais goûtée avant. C'est un endroit que je recommande.
De savoir que la famille est arrivée ici en premier lieu, sans savoir ce qu'ils faisaient, de savoir qu'ils ont parcouru autant de chemins et ouvert un si magnifique restaurant, c'est remarquable. Au lieu de se tourner les pouces et ne pas savoir quoi faire, je suis très fière et contente qu'ils s'en sortent. Selon les Nations Unies, les Syriens sont à présent la population de réfugiés la plus nombreuse au monde. Mais Yasser et Safa ne veulent pas être considérés comme des réfugiés en Afrique du Sud, que le peuple syrien est courageux et capable de reconstruire une nouvelle vie ailleurs. Des débris d'un Boeing 777 ont été retrouvés au large du Mozambique et emportés en Australie pour les besoins de l'enquête sur la disparition du vol MH370. Le ministre malaisien des Transports dit qu'il existe une forte possibilité pour que ces débris soient ceux de l'avion de la Malaysia Airlines disparu. L'avion avait disparu il y a 2 ans alors qu'il effectuait la liaison Beijing-Kuala Lumpur. L'an dernier, un morceau d'aile avait été retrouvé sur une plage de la Réunion, de l'autre côté de Madagascar. Aux États-Unis, le candidat à la nomination républicaine Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton ont remporté une série d'États lors des votes pour le super mardi. C'est en effet le jour où le plus grand nombre d'États, 12 exactement, tiennent leur primaire et désignent leurs candidats aux élections présidentielles américaines. Les chaînes de télévision américaines estiment que Trump et Clinton ont chacun remporté 7 États. Le principal rival de Trump, Ted Cruz, a remporté 2 États, tandis que le sénateur Marco Rubio en a remporté 1. Le seul rival de Clinton, Bernie Sanders, a remporté 4 États et a promis de continuer la bataille pour la nomination dans les 35 États qui doivent encore se prononcer. Hamad Al-Faqih Al-Mahdi est accusé d'avoir coordonné et participé à la destruction de mausolées à Tombouctou durant le conflit malien en 2012. Cette affaire inédite pourrait créer un précédent si elle donne lieu à un procès. Ahmad Al-Faqih Al-Mahdi est le premier djihadiste poursuivi par la Cour pénale internationale pour destruction d'édifices religieux et monuments historiques. Selon l'accusation, il est suspecté d'être un membre d'Ansar Dine, un groupe islamiste militant qui a pris le contrôle du nord du Mali en avril 2012. Ils ont établi une version stricte de la charia et détruit 9 mausolées à Tombouctou, qu'ils considéraient être un blasphème. Cela a porté un coup dévastateur aux personnes de la région. Ces mausolées étaient comme la mémoire de la communauté musulmane à Tombouctou. Quand on parle de Tombouctou, tout le temps on dit c'est la cité des 33 saints, 333 saints. Tous ces saints ont leur tombeau à Tombouctou. Et tous ces tombeaux sont des lieux de pèlerinage, des lieux de recueillement. Les défenseurs des droits de l'homme qui se sont rendus au Mali au début du procès du djihadiste veulent que d'autres crimes soient ajoutés au chef d'accusation. Cela inclut plus d'une centaine de cas de viol et de mariage forcé. Selon les avocats, cette affaire créera un important précédent. Je pense que les accusations de destruction du patrimoine mondial sont importantes, mais il ne faut pas le faire au détriment d'accusations qui concernent directement la souffrance humaine, que cela soit le meurtre, le viol ou bien le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les conflits. Il devrait porter plus d'attention à ces crimes. Et je pense que si la CPI poursuit correctement ces accusations, plus d'attention sera accordée à ce genre de crimes dans le futur. Les partisans de la CPI espèrent aussi que cette affaire apaisera l'exaspération de certains pays africains que la CPI cible injustement, en montrant que la procédure peut être aussi utilisée pour protéger l'héritage culturel africain. Si la Cour réussit à condamner Al-Faqih Al-Mahdi pour la destruction du 9 mausolées, cela pourrait ouvrir la voie à d'autres cas de vandalisme culturel, comme la destruction d'anciens sites en Syrie par l'État islamique, qui pourraient être jugés pour crimes de guerre. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cette édition dédiée à la Chine. La saison politique de la Chine va bientôt s'ouvrir à Beijing. Comme d'habitude, les 2 sessions où Liang Hui commenceront par le Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, mieux connu sous son acronyme CCPPC. Son porte-parole Wang Guoqing vient juste d'informer les médias des questions qui seront couvertes lors de l'événement de cette année, de l'économie à la sécurité sociale.
Cette année, la CCPPC se concentrera davantage sur les problèmes économiques et organisera un atelier sur la situation macroéconomique. L'atelier se tiendra chaque trimestre, 2 fois plus que l'an dernier. Les membres de la CCPPC étudieront également comment réduire les coûts pour les entreprises dans l'économie réelle, pour la réforme de l'offre, et comment stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat, améliorer les services financiers et soutenir les jeunes pousses. Ils conduiront des discussions et des recherches en profondeur et livreront leurs avis. M. Wang a dit que la Chine est confiante qu'elle réalisera une croissance économique d'une vitesse moyenne à rapide en 2016. Il a ajouté que les 6,9% de croissance chinoise de l'an dernier étaient époustouflants comparés aux performances des économies internationales et que l'économie chinoise s'est développée avec une bonne qualité. M. Wang a dit que les membres de la CCPPC se concentreront également sur d'autres problèmes, dont l'environnement des affaires pour les étrangers et les systèmes de soins chinois. Ces dernières années, la CCPPC a attaché une grande importance à la réforme de la santé et des soins et nous avons mené des études et des recherches ainsi que des ateliers bi-hebdomadaires. Cette année, nous avons inscrit ce problème à notre agenda. À l'issue de la réunion de l'an dernier, le président de cette conférence avait donné des instructions pour mener des recherches, des études et des consultations sur ce sujet. Cette année, des équipes de recherche dirigées par 3 présidents vont prendre des contacts pour voir quelle est la situation réelle sur le terrain. La session annuelle de la CCPPC va donc officiellement ouvrir ici à Beijing aujourd'hui. Par avance, des centaines de propositions ont été soumises à un sous-comité de la CCPPC pour évaluation. Voici le sous-comité de réception des propositions de la CCPPC. Il recueille et catégorise les propositions des conseillers politiques pour assurer qu'elles soient traitées une fois approuvées par la CCPPC. Elles seront envoyées aux ministres et aux commissions pour implémentation. Jusqu'à maintenant, plus de 500 propositions ont été soumises, un nombre qui ne cesse de croître. Les propositions que nous avons reçues jusqu'à maintenant se focalisent sur le maintien de la stabilité économique tout en améliorant la croissance, en mettant en pratique les réformes économiques, politiques et sociales et en améliorant l'éducation et le niveau de vie. Parmi les propositions, plus de 450 proviennent des partis démocratiques et de la Fédération chinoise de l'industrie et du commerce. Le reste émane des membres de la CCPPC. Pendant des décennies, la Chine a essayé de lancer des campagnes d'incitation à la lecture, mais n'a pas eu beaucoup de succès. Alors cette fois, j'ai décidé de renforcer la construction sociale pour encourager la population à lire. J'ai décidé de proposer de permettre aux associations industrielles et aux chambres de commerce d'aider à promouvoir et à améliorer les entreprises. Cette année, les propositions doivent se présenter sous forme détaillée avec des idées concernant leur implémentation. Résultat, le nombre de propositions devrait tourner autour de celui de l'an dernier et même diminuer un peu. Qualité et pas quantité, tel est le nouveau mot d'ordre. Pendant que les plus importants comités consultatifs et législatifs de Chine tiennent leur réunion annuelle, plusieurs propositions touchant le monde de la culture sont à l'ordre du jour. Il a notamment été question d'initiatives conçues pour élargir la porte du théâtre et du cinéma, mais aussi pour protéger le patrimoine immatériel de la Chine. Les membres des cercles littéraires et des arts de la Conférence consultative politique du peuple chinois, le CCPPC, ont fait part de leurs suggestions pour le développement de la culture nationale. Le comédien Gong Anlin, qui est bien connu pour ses sketchs humoristiques, a participé aux 2 sessions lors des 9 dernières années. Cette année, il a fait 2 propositions, une qui vise à prévenir la violence dans les écoles et une autre portant sur les façons qui permettraient d'élargir la portée du théâtre et du cinéma. Nous avons vu beaucoup de comédies dans les théâtres. Le public aime bien les comédies parce qu'ils veulent rire, mais d'une perspective artistique, nous avons besoin d'autre chose. Il devrait aussi y avoir des films sérieux et des films d'auteur qui se concentrent sur les gens et sur la société. Des films diversifiés nous aideront à améliorer le niveau d'appréciation artistique. La protection de la culture traditionnelle est aussi un sujet qui fait l'objet de chaudes discussions au sein des cercles de la littérature et des arts.
Le patrimoine immatériel fait face à de grands défis dans le monde moderne. C'est très difficile de le transmettre sans modification d'une génération à l'autre. J'espère que le gouvernement pourra offrir une aide pour que les héritiers de ce patrimoine puissent s'assurer de la survie de ces formes d'expression artistiques. La culture traditionnelle chinoise est en quelque sorte marginalisée à l'extérieur de la Chine. Nous devrions continuer à faire la promotion de la culture chinoise et à faire voir au monde l'essence même de la Chine. Les deux sessions font référence aux rencontres annuelles de l'Assemblée populaire nationale, le principal organe législatif du pays, et le CCPPC, l'organe consultatif politique suprême du pays. En tout, plus de 1600 propositions ont été déposées cette année. La Chine demeure le pilote de l'économie mondiale malgré le ralentissement intérieur. C'est l'opinion de beaucoup d'universitaires étrangers que nous avons interrogés. La Chine est devenue le moteur de l'économie mondiale depuis qu'elle a entrepris ses réformes et son ouverture en 1978. L'expert chinois Zhang Longyan dit que le pays a contribué à plus de 50% à la croissance économique mondiale depuis la crise financière mondiale de 2008. Il ajoute que la Chine continuera à alimenter l'économie mondiale. La Chine est la principale nation commerciale du monde et cette position ne changera pas dans le futur proche. C'est très important pour tirer l'économie mondiale. Une autre grande contribution chinoise au monde est sa nouvelle initiative de la route de la soie. Elle va explorer de nouveaux marchés et accroître le développement d'autres pays, à travers la coopération technologique et industrielle. Par ailleurs, l'internationalisation du renminbi et son inclusion dans le système de droits de tirage spéciaux contribuent au secteur financier mondial. Des experts économiques turcs ont aussi salué les réformes du côté de l'offre, sur lesquelles la Chine va se concentrer cette année. La chose la plus importante qui sera discutée lors des réunions politiques annuelles de la Chine sera la manière d'améliorer la qualité des produits. Si la qualité s'améliore, le marché mondial accueillera davantage des produits fabriqués en Chine. Et l'économie chinoise se fondera davantage dans l'économie mondiale. Ce nouveau plan économique intervient à une période critique et cette tendance devrait se poursuivre, alors qu'elle stimulera non seulement l'économie de la Chine, mais aussi bien l'économie mondiale. Par ailleurs, des économistes thaïlandais ont loué le pouvoir de consommation en hausse de la Chine comme un moyen de stimuler l'économie asiatique. Ceci parce que les pays voisins seront bénéficiaires du renforcement de la classe moyenne chinoise. Et restons dans l'économie. L'indice de prospérité de logistique en Chine pour le mois de février a été dévoilé mercredi et les données n'ont rien révélé d'encourageant. L'indice de la Fédération de logistique et d'achat de Chine a reculé à 50%, 3,3 points de pourcentage plus bas qu'en janvier. La Fédération cite des raisons saisonnières comme la fête du printemps pour cette baisse. En attendant, le prix des services de logistique a augmenté à 51,7% en février. C'est 4 points de pourcentage plus élevés que les données enregistrées en janvier. Les analystes disent que la main-d'œuvre en logistique a été limitée pendant le Nouvel An chinois et que cela a causé une baisse des activités et une augmentation des prix des services. Cependant, les analystes disent aussi que l'industrie de la logistique en Chine est généralement stable. L'indice de prospérité de logistique a chuté en février, ce qui montre que l'industrie est touchée par des changements saisonniers. Mais les données montrent quand même une expansion, ce qui prouve que l'industrie de la logistique en Chine est stable. Durant le pic de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone, un hôpital dans la capitale construit par la Chine s'est révélé indispensable dans la lutte contre le virus. Maintenant que l'épidémie est en voie de disparition, l'hôpital retourne à la normale, offrant des services de santé classiques aux habitants de Freetown. C'est un lundi ordinaire et une foule de patients a déjà commencé à faire la queue pour recevoir des soins. Ils attendent le docteur Kanou, le directeur de l'hôpital qui a étudié en Chine pendant près de 10 ans. Cet hôpital est le meilleur de Sierra Leone parce que les gens savent qu'une équipe chinoise y travaille et nous avons différents équipements comme des scanners, des rayons X, des machines à ultrasons et un laboratoire dans lequel nous conduisons de nombreuses expériences. Cet hôpital reçoit entre 50 et 80 patients par jour. En raison du manque de médecins locaux, des membres de l'équipe chinoise constituent toujours le gros du personnel de l'hôpital.
La Sierra Leone manque sérieusement de médecins durant la période d'Ebola. Nous avons même perdu des médecins, une douzaine. Donc nous manquons vraiment de médecins locaux et nous sommes très reconnaissants envers l'équipe chinoise. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement chinois. Le docteur Tran Rao est le chef de la 17e équipe médicale chinoise en Sierra Leone. Depuis leur arrivée en avril dernier, lui et ses collègues ont eu pour tâche de reprendre les rênes de l'hôpital pour assumer les fonctions journalières de diagnostic et de traitement. D'abord, il faut être bon dans tout ce qui est médecine de base pour que les gens en bénéficient directement. Ensuite, il faut renforcer notre vision et introduire les bonnes techniques de la médecine chinoise en les intégrant à l'environnement de la Sierra Leone petit à petit. En raison de la qualité des traitements et des services, l'hôpital a attiré des patients de Sierra Leone et même au-delà. Mon ami a eu des problèmes, il a eu un accident de bateau. Maintenant, nous sommes à l'hôpital, il y a de bons médecins. Maintenant, il peut marcher et il va mieux. La Chine a décidé récemment d'augmenter son personnel dans chaque équipe médicale, les faisant passer de 10 à 20 à partir de cette année. La dernière équipe est arrivée en février. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution mercredi qui impose de nouvelles sanctions contre la République populaire démocratique de Corée, ceci afin de limiter les programmes nucléaires et de missiles du pays. La résolution a été adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil en réponse à l'essai nucléaire de la RPDC du 6 janvier et au lancement de satellites du 7 février. Dans une déclaration, le Conseil a condamné dans les plus forts termes l'essai nucléaire du 6 janvier et le lancement de satellites du 7 février qui auraient utilisé la technologie de missiles balistiques interdite par les résolutions précédentes de l'ONU. Pyongyang a insisté sur le fait que c'était un lancement de satellites pacifiques. Le Conseil a également réitéré ses demandes pour que la RPDC abandonne toutes les armes nucléaires et autres programmes nucléaires, ainsi que les armes de destruction massive et les programmes de missiles balistiques. L'ambassadrice américaine Samantha Power a dit au Conseil après le vote que Pyongyang plaçait la priorité sur ses programmes nucléaires et de missiles balistiques au détriment des besoins de base de son propre peuple. Et le représentant de la Chine à l'ONU s'est adressé au Conseil en rappelant la position du pays sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Cette résolution démontre le sérieux de la communauté internationale en s'opposant au développement des capacités nucléaires et de missiles de la RPDC et en sauvegardant le régime de prolifération internationale. Elle réaffirme l'engagement envers une solution à la question nucléaire de la péninsule coréenne à travers le dialogue et les consultations et soutient la reprise des pourparlers à 6. La résolution de mercredi inclut une interdiction de toutes les exportations de charbon, de fer, de minerais de fer, d'or, de minerais de titanium, de minerais de vanadium et de métaux rares en provenance de la RPDC. Elle interdit également l'approvisionnement de tous les types de carburants d'aviation, dont le carburant pour les fusées vers la RPDC. De plus, elle demande à ce que les États inspectent tous les cargos allant et venant de la RPDC. Les précédentes mesures de sanctions demandaient uniquement aux États d'inspecter les cargos quand il y avait une raison de penser qu'ils contenaient des objets interdits. La résolution impose également un gel des actifs de tous les fonds et autres ressources économiques possédées ou contrôlées directement ou indirectement par le gouvernement de la RPDC ou par le Parti des travailleurs de Corée s'il s'avère être associé avec ces programmes nucléaires ou de missiles balistiques ou toute autre activité interdite. Les sanctions de la résolution de mercredi représentent la 5e série de sanctions imposées contre la RPDC depuis 2006. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur CCTV Français.